Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de BFM TV 2012 spécial environnement avec les événements qui se produisent actuellement au Japon que nous allons vous présenter avec Christophe Onodibio, notre partenaire du Point. Et tout d'abord avec un débat entre Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir, ministre de l'écologie et du développement durable, et Dominique Voynet, Europe Écologie bonsoir. Les Verts, ancienne ministre de l'Environnement. Tout d'abord, je vous propose, mesdames, de regarder ces images qui nous ont tous stupéfiés et que l'on voit depuis 48 heures et qui montre quelque chose qui semble dépasser toutes les capacités humaines. Voilà, au moins 10 000 morts, on ne sait pas d'ailleurs, un territoire dévasté, une façade peut-être en longueur équivalente à la façade méditerranéenne française sur le nombre de kilométrages, un pays qui va connaître un désastre économique. On a l'impression vraiment que là, toutes les capacités humaines sont totalement dépassées. Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce sont des images effroyables qui disent l'incroyable puissance du phénomène naturel. On a l'impression que vraiment rien ne peut arrêter la chose. Et comment ne pas penser qu'en fait, dans les véhicules qu'on voit charrier, dans les bateaux qu'on voit s'écraser sous les ponts, il y a très certainement des personnes. Et on le voit bien d'heure en heure, le bilan humain, comme on dit, est réévalué à la hausse. On ne sait pas combien de personnes sont mortes dans ce séisme, on ne sait pas combien de personnes sont disparues. Tout le monde est en train d'essayer de chercher les derniers survivants. Il y a des Français qui partent là-bas de la sécurité civile pour accompagner ces recherches, mais probablement le bilan humain va être absolument effroyable. Au regard de ces images, on le comprend très bien. Dominique Voynet. L'effroi d'abord, et aussi un rappel, quelle que soit l'ingéniosité humaine, la puissance humaine, la nature a sa propre logique et sa propre force, qu'on est loin d'approcher. Il y a une seule solution, je crois, se protéger, privilégier la précaution, la prévention. Or, une bonne partie de l'activité humaine est concentrée sur les littoraux, sur des zones très basses, dans l'estuaire des grands fleuves par exemple. Et il est probable que des catastrophes de ce type se reproduiront. Je vous propose de retrouver quelques instants notre envoyé spécial au Japon, François-Xavier Ménage. Bonsoir François-Xavier. Alors vous êtes en pleine nuit au Japon actuellement. Vous vous trouvez où exactement ? Alors juste à côté de la ville de Mito, et ici, justement, on constate les stigmates de ce qui s'est produit il y a 3 jours, avec d'ailleurs des secours qui n'arrivent pas, bien sûr, à être partout. Regardez, et c'est ce que va vous montrer la caméra de Clément Brisson, cette voiture qui a été projetée, un choc très violent, puisque nous sommes au bord du Pacifique. C'est un des stigmates. Il y en a beaucoup d'autres ici, notamment des maisons dont les toitures se menacent de s'effondrer, dont les murs sont totalement fissurés et qui menacent là encore de tomber. Donc voilà l'endroit où l'on est. Il y a un petit peu d'électricité, c'est un miracle. On est dans une zone plongée dans le noir, mais les hommes de la sécurité civile japonaise ont installé un générateur, 2 grues, pour faire en sorte que les rares automobilistes qui s'aventurent ici eh bien, ne tombent pas sur d'éventuels débris et puissent quand même continuer la route ici vers le nord de l'archipel. Voilà, vers le nord qui a été complètement dévasté. Il y a d'ailleurs des problèmes de ravitaillement en essence, ce qui peut expliquer aussi pourquoi il y a un petit trafic. François-Xavier, où en est-on sur l'alerte nucléaire ?
Alors, on va rappeler les deux scénarios tels qu'ils ont été évoqués tout à l'heure par l'ambassade de France ici à Tokyo et qui nous a donné, l'ambassade, donc ce scénario, le premier, le plus probable, c'est qu'on arrivera à noyer tous les réacteurs nucléaires qui posent problème en ce moment. Et noyer sous de l'eau salée, ça permettrait donc le scénario optimiste, c'est-à-dire un retour à la normale assez rapidement. L'autre scénario, qui est quand même évoqué par les experts et qui a été pris en compte par l'ambassade, même si ça n'est pas le plus probable, loin de là, c'est qu'il y ait une explosion et un panache avec une fumée toxique. Ce scénario, je le répète, n'est pas le plus probable, mais il est quand même pris au sérieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, l'ambassade de France a demandé, et c'est en tout cas une recommandation, aux habitants français qui résident ici au Japon, de quitter, y compris Tokyo, pour descendre, si possible, plus vers le sud du pays. Voilà, une fumée toxique, si cela se produisait, qui pourrait venir au-dessus de Tokyo si les vents, malheureusement, étaient contraires. D'autant plus que les Japonais annoncent un risque de réplique dans les 3 jours, une réplique importante peut-être. Oui. Peut-être 7 points, voire même encore plus sur l'échelle de Richter. Alors évidemment, tout cela est très sérieux puisqu'il y a des analyses très fines qui sont effectuées en ce moment. Ce risque, il est environ de 70%. Voilà le taux de probabilité dans les 3 jours qui viennent. Et puis ensuite, à partir de mercredi, le risque toujours présent, mais cette fois-ci à hauteur de 50%. Donc les choses sont là, une fois de plus, prises très au sérieux. Et donc, bien entendu, il y a des évacuations qui se poursuivent. Déjà des centaines de milliers de personnes qui ont fui cette partie de l'île. Merci François-Xavier. Continuez votre route vers cette ville de Sendai qui a été complètement dévastée par le séisme. Christophe. Oui, on a parlé de 2 scénarios possibles. Qu'est-ce qui nous permet de dire, à votre avis, aujourd'hui, qu'on n'est pas en face d'une nouvelle catastrophe nucléaire? Hier, on parlait d'accident, mais pas de catastrophe nucléaire. Est-ce qu'on en est sûr, Dominique Voynet? Alors non, on n'en est pas sûr. Et le communiqué de l'ambassade de France au Japon se garde bien de trancher, même s'il souligne que les autorités japonaises continuent à espérer que le premier scénario se réalisera. On est face à une catastrophe importante, une catastrophe industrielle. Nous ne savons pas encore jusqu'où elle sera nucléaire. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne peut s'aventurer à prédire que les choses tourneront bien. Nous savons que le Japon a un niveau de compétences industrielles et scientifiques tout à fait comparable au nôtre. Nous savons que le niveau de sûreté dans les installations japonaises est très comparable au nôtre aussi. Et nous pouvons donc espérer que toutes les énergies et que tous les moyens sont mobilisés pour éviter le pire. Mais on voit bien aussi en temps réel pratiquement l'inquiétude, l'angoisse même des autorités japonaises qui se dessinent sur les traits épuisés du Premier ministre. Il n'en sait probablement pas beaucoup plus que nous à cette heure. Madame le ministre, vous étiez hier plutôt rassurante. Est-ce que vous révisez vos observations sur ce risque de catastrophe nucléaire? Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour avoir une analyse complète de la situation. Sur la base des informations dont nous disposons, il y a des pannes de systèmes de refroidissement dans plusieurs centrales et dans certaines d'entre elles, ces pannes entraînent des montées en pression dans les réacteurs. Montée en pression qui a emmené des relagages radioactifs dans l'atmosphère. Nous ne savons pas exactement, nous ne les avons pas mesurés, nous n'avons pas les chiffres sur ces relagages. Nous ne savons pas exactement quelle est leur importance, mais le vrai enjeu, c'est dans des réacteurs qui auraient éventuellement commencé à entrer en fusion. Est-ce que ça peut exploser? Est-ce que l'enceinte de confinement tient ou ne tient pas? Bon, les autorités japonaises nous disent l'enceinte de confinement tient. Si l'enceinte de confinement tient, on est dans un accident nucléaire très grave, puisqu'il y a des relargages, mais qui néanmoins restent contenus. Si l'enceinte de confinement ne tient pas, on est dans une catastrophe nucléaire. Et là, c'est de type Tchernobyl. Aujourd'hui, les choses ne sont jamais comparables. Tchernobyl, il n'y avait pas d'enceinte de confinement. Mais aujourd'hui, ce que nous disent les autorités japonaises, c'est que l'enceinte de confinement tient. Ce qui explique les informations, si vous voulez, que nous répercutons à notre tour. Mais vraiment, j'insiste, nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour avoir une analyse complète de la situation. Justement, Christophe parlait de Tchernobyl, et c'est peut-être le moment de préciser les choses. Si, malheureusement, il devait y avoir une explosion dans des réacteurs, qui n'est pas, c'est une issue qui n'est pas totalement à exclure, pourquoi ce ne serait pas Tchernobyl? Dominique Voynet. Alors, 2 choses. D'abord, ce qui est nucléaire aujourd'hui, ce qui relève de l'accident nucléaire, c'est la fusion du cœur. Elle est très probable sur la première tranche de la centrale de Fukushima. Excusez-moi. Elle est
aussi probable sur la 3e tranche. On sait que d'autres tranches ont des problèmes de refroidissement, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Une explosion nucléaire n'est pas certaine. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est l'explosion d'un bâtiment, d'une enceinte, avec un relargage qui semble avoir été dirigé. À Tchernobyl, on a perdu totalement le contrôle. Cela dit, on est bien face à une catastrophe nucléaire et un accident très grave. Alors, on l'a dit hier, niveau 4, niveau 5 sur l'échelle INES. Sur 7, il est probable que ce sera réévalué à la hausse dans les jours qui viennent. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet, quand même, ce qui finalement peut être le plus inquiétant, c'est l'incertitude dans laquelle on se trouve. On a le sentiment qu'il y a là quelque chose qu'on n'arrive plus vraiment à maîtriser. Je crois qu'il y a une ambiguïté sur le mot explosion. Il y a eu, je le disais, du fait de la surpression dans le réacteur, des relargages de vapeur radioactive et du fait du début de fusion dans un réacteur, probablement, ces relargages contenaient de l'hydrogène. L'hydrogène, quand elle entre au contact de l'air, explose. Donc l'explosion du réacteur numéro 1 s'est faite à l'extérieur du confinement, et donc il a fait exploser en vol le bardage qui était au-dessus, mais ce que disent les Japonais, c'est que le confinement lui-même n'a pas été touché. C'est ça qui est important. Donc quand on parle d'explosion sur le réacteur numéro 1, c'était bien une explosion extérieure en quelque sorte. Et le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que le confinement lui-même saute ou pas. C'est ça l'enjeu. Donc il y a bien 2 types d'explosions en fait dans les commentaires qui sont mis en avant. Maintenant, est-ce que nous pouvons être satisfaits de notre niveau d'information? Non. Nous insistons beaucoup auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour avoir plus d'informations. Nous tentons de développer tous les contacts bilatéraux aussi pour avoir plus d'informations. Ce soir, avec les membres de la sécurité civile qui partent, qu'on a vu dans votre reportage, il y a aussi quelqu'un de l'IRSN pour, aux côtés de l'ambassade de France et de l'attaché nucléaire, essayer d'avoir plus d'informations. La culture japonaise sur ce sujet n'a pas enregistré les mêmes évolutions que les autorités de sûreté françaises. Et il faut bien voir que comment, si vous voulez les blâmer, ils sont probablement entièrement mobilisés sur la gestion de leur propre crise. Donc nous trouvons l'information insuffisante dans ce que nous voudrions. Non seulement ils ont un accident nucléaire, mais qu'ils ont eu un séisme et un tsunami. Et il faut reconnaître que... Mais c'est une loi constante, que les catastrophes se cumulent. C'est ce qu'on a vécu, par exemple, fin 99, avec une tempête importante, avec, dans la centrale du Blayais, à la fois une inondation... Alors, on va y venir, justement. En fait, Tchernobyl, c'était purement nucléaire. Moi, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est qu'on nous a raconté, comme depuis 15 ans, que les autorités de sûreté des différents pays nucléarisés avaient mis en réseau toutes leurs informations, communiquaient, travaillaient ensemble, que leurs experts échangeaient en permanence, etc. Donc, je suis un peu étonnée de savoir que, effectivement, on continue, comme on l'a fait avec Tchernobyl, à privilégier le blackout sur l'information plutôt que la coopération. Deuxièmement, moi, ce que je constate quand même, c'est que la tentation de se replier sur soi, non pas de cacher les informations, mais de les garder en espérant ne pas avoir à divulguer de trop mauvaises nouvelles, perdure dans le monde du nucléaire, en France comme ailleurs, et on peut en donner de très nombreux exemples. Les accidents récents les plus préoccupants se sont déroulés en Europe. Ça a été le cas, par exemple, en Allemagne, peu de temps après Tchernobyl. Ça a été le cas en Suède, où on est passé très près d'une très grosse catastrophe. C'est toujours après coup qu'on a été informé effectivement de la dangerosité des choses. Je m'inscris en faux sur l'information. Contre ça. Je sors d'une réunion à Matignon où il y avait le patron de l'autorité de sûreté nucléaire, la présidente de l'IRSN, les différents opérateurs. On a échangé toute l'information qu'on avait. Elle est complètement transparente. C'est l'Institut de radioprotection sur la sûreté nucléaire. C'est notre expertise. Je peux parler de tout ce qui s'est dit à cette réunion. Le problème principal étant que nous n'avons pas toutes les informations que nous voudrions du côté des Japonais. Je pense qu'il y a là problème culturel, malgré tout. C'est-à-dire que notre système, qui a évolué depuis plusieurs années, Dominique Voynet le sait bien, et qui est plus transparent qu'il l'a été, notre système de l'autorité de sûreté nucléaire, qui veut que, par exemple, dès qu'il y a un incident dans une centrale, même s'il est considéré comme minime par l'opérateur, il soit rapporté à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et c'est elle qui décide s'il a une importance, et qu'il soit immédiatement communiqué au public. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au Japon. Mais j'insiste, je pense qu'il est difficile, dans notre situation, de blâmer les Japonais. Ils ont
fait face à un tremblement de terre, ils ont fait face à un énorme tsunami. On voudrait plus d'informations. C'est vrai qu'ils doivent être complètement mobilisés sur leur crise. Attendez. Oui, juste un dernier mot, parce qu'après, il faut qu'on passe à un autre chapitre. Mais bon, sur l'information, on sent que vous pensez que c'est pas encore transparent. L'heure n'est pas à la polémique, et je pense que le rôle, effectivement, des autorités japonaises n'est pas facile, celui de la ministre de l'écologie française non plus. Et d'ailleurs, ça se passe un peu loin, on a plus de liberté pour commenter, donc on va y venir. Mais pour ce qui concerne l'autorité de sûreté nucléaire, c'est une autorité administrative indépendante. Elle ne l'est pas assez, à mon sens, encore à l'égard des exploitants, même si les choses s'améliorent. Oui, s'il vous plaît. Je n'arriverai pas à le dire. J'aurais fini déjà, Monsieur Mazerolle. Mais vous avez dit quand même beaucoup de choses déjà. Bon, et il y a une question qui s'adresse très directement à vous deux, parce qu'on a été voir un peu des personnes comme ça dans la rue. Alors voici une question qui vous est posée. Bon, en fait, moi je suis français et j'ai entendu parler donc de la catastrophe qui s'est produite au Japon, et je me demande si en France on a hexagonal, on a le même risque d'événement. Alors, les centrales nucléaires sont dimensionnées pour résister aux risques naturels sur le territoire sur lequel elles sont implantées. Donc la façon dont on fait, par exemple en France, c'est qu'on prend en compte le risque tremblement de terre, le risque inondation, et puis on regarde le risque millénal, on met une marge et on dimensionne, on conçoit la centrale pour qu'elle puisse... Alors, le risque millénal, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans les 1000 dernières années, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé de mémoire d'homme sur cet endroit-là. Donc, je prends un exemple, la centrale de Fessenheim, dans l'Est. Bon, le tremblement de terre, le dernier dont on se souvient le plus grand, dans le coin, c'est le tremblement de terre de Bâle, 1356. Il est évalué à 6,2 sur l'échelle de Richter. C'est-à-dire qu'on peut évaluer des séismes qui se sont passés il y a des techniques auparavant. d'évaluation. Et il est évalué à 6,2 sur l'échelle de Richter. On prend une marge qui est de 0,5 et la centrale de Fessenheim, elle est conçue pour résister à un tremblement de terre de 6,7. Je finis. Ces choses sont parfois aussi réévaluées et remises à jour. Si vous prenez la tempête de 1999, il y avait eu un problème dans la centrale du Blayais, qui a été inondée. Oui, la centrale du Blayais, qui est dans l'estuaire de la Gironde. On s'est rendu compte à cette occasion-là qu'elle avait été bien conçue pour le niveau d'eau. En revanche, il n'avait pas été prévu qu'il puisse y avoir une telle hauteur de vague si le vent soufflait dans la direction du Blayais. Et donc, après la tempête de 99, les hauteurs de digues au Blayais ont été remontées de plusieurs mètres, et ça a donné lieu à un retour d'expérience sur l'ensemble des centrales françaises, sur lesquelles il y a eu un certain nombre d'améliorations vis-à-vis du risque inondation. Je finis. Tout accident nucléaire donne lieu à retour d'expérience. Là, le Premier ministre nous a d'ores et déjà demandé de prévoir, quand on aura tous les éléments, sauf qu'on sait que c'est toujours difficile de prévoir, et vous avez vous-même mentionné la centrale du Blayais, moi j'ai vécu l'opacité et la réticence avec laquelle les autorités de sûreté et l'exploitant transmettaient au fil de l'eau leurs informations au ministre en charge, et c'était vrai à l'égard du ministre de l'Industrie comme à l'égard de la ministre de l'Environnement. J'ai vécu aussi cette espèce d'angoisse à l'idée que les uns après les autres, les systèmes de sûreté du circuit de refroidissement ont été noyés. Ça, c'était quand même pas très confortable, parce qu'on nous dit on a doublé les systèmes, puis triplé les systèmes pour plus de sécurité. En vérité, ils sont tous tombés en panne en même temps. Et surtout, une fois que l'accident nucléaire a eu lieu, encore heureux qu'on fait un retour d'expérience, sauf que dans certaines situations, c'est trop tard. Ça va être très sympathique pour les Japonais de leur dire ne vous inquiétez pas, on va faire un retour d'expérience. En vérité, au Blayais, on est passé assez près d'une catastrophe plus importante qu'on ne l'avait au départ imaginé. Un point, quand on évoque le risque avant la survenue de la catastrophe, on est volontiers caricaturé et même ridiculisé. Rappelez-vous évidemment ces ricanements quant au risque de percussion d'un avion sur une centrale nucléaire. C'était avant novembre 2001 aux États-Unis. Après, on a installé des missiles Crotale à proximité du site de Lagos. Parce qu'on s'est rendu compte, assez, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que cette usine était quand même très vulnérable. Attendez, chose sur la transparence. Juste un mot. Attendez, le monde du nucléaire n'a pas été parfait sur la transparence. Là, je veux dire, parce que c'est lié avec le nucléaire militaire fait très fort. Les origines du nucléaire font que le monde du nucléaire n'a pas été parfait dans sa construction sur la transparence. Ceci dit, là où je m'inscris en décalage par rapport à Dominique Voynet, c'est que je pense qu'il a beaucoup progressé et que le système de l'autorité de sûreté nucléaire qui fait que l'opérateur est
obligé de dire si s'est passé quelque chose, même si lui considère que c'est pas grave, et c'est l'autorité qui décide si c'est grave ou pas, je pense que c'est un bon système. Mais moi j'en conviens qu'il a progressé et je pense ne pas y être pour rien. Alors, moi je suis sûre que vous y êtes pour quelque chose. On va clore le chapitre sur l'information. On va aborder un autre chapitre dans un instant, de savoir si, après tous ces enseignements, et puisqu'on ne prévient jamais suffisamment, est-ce qu'il faut arrêter avec le nucléaire? Auparavant, juste un point avec Rachid Embarki sur la dernière situation au Japon.